Là, on est sur des chiffres d'inflation, Marc Toiti, qui sont assez délirants. 14,5 pour le mois de février, plus 14,5. Et là, on va pour se retrouver... l'alimentation. Pour l'alimentation, évidemment. Oui. Et on va sans doute se retrouver avec un plus 10 en plus, c'est ça? Alors, disons que... Expliquez-nous en un mot, avant qu'on écoute Bruno Le Maire. N'oublions pas que l'inflation, en fait, c'est une variation annuelle. C'est-à-dire, on compare le mois de février 2023 par rapport au mois de février 2022. Donc, effectivement, on a cette augmentation donc, des prix qui est assez incroyable. Donc, plus 14,5% pour l'alimentation. Il faut savoir qu'un an plus tôt, cette même inflation dans l'alimentation était de 2%. Historiquement, si vous voulez, en France, je regardais les chiffres depuis 1990, l'inflation en moyenne était à 1,5%. Donc, toute notre génération, si vous voulez, on ne sait pas ce que c'est une forte inflation. Donc ça, c'est la nouveauté. C'est vrai que quand on voit la valse des étiquettes, alors en plus, il y a cette tromperie, entre guillemets, sur la marchandise. Quand on regarde l'indicateur de l'inflation globale à 6,2%, 7,2% si on prend les normes européennes, ça, évidemment, dans cet indicateur d'inflation, il y a tous les biens qui sont intégrés, notamment voilà, les téléviseurs, les ordinateurs. Or, on n'achète pas ça tous les jours. Par contre, ce qui augmente le plus, ce sont les produits du quotidien, notamment l'alimentation, et parallèlement, comme les ménages, notamment modestes, ont une part plus élevée de l'alimentation par rapport à la moyenne des Français, évidemment, pour eux, l'inflation est déjà à 12%. Et dernier point très important, parce que ça, on n'en parle pas trop, c'est que l'inflation est en train de se généraliser. C'est-à-dire, c'est plus seulement l'alimentation ou l'énergie, mais l'ensemble des produits, ce qu'on appelle les effets de second tour, de troisième tour, comme l'énergie concerne tout le monde, finalement, toutes les entreprises sont en train d'augmenter leurs prix. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une vraie baisse du pouvoir d'achat. Donc, pour beaucoup de Français, malheureusement, on ne pourra pas consommer. Donc là, pour l'instant, ça ne se voit pas trop parce qu'on maintient un certain niveau de consommation. Mais non, en termes de chiffre d'affaires, j'entends. Mais par contre, maintenant, ce qui va se passer, c'est que les consommateurs, on voit la consommation est en train de baisser. Donc toutes ces grandes enseignes, etc., vont subir de plein fouet cette baisse de la consommation, avec bien sûr l'ensemble de l'économie française. Je rappelle qu'en France, le PIB, c'est la richesse qu'on crée, la moitié c'est de la consommation. Alors, donc si la consommation n'est pas là, évidemment... Bruno Le Maire, ministre de l'économie, parce que lui, on a beaucoup parlé de Mars rouge parce qu'en référence à la couleur de l'inflation. Alors lui, il s'énerve, il était au salon de l'agriculture, il dit « il n'y aura pas de Mars rouge ». Écoutez-le. Il ne doit pas y avoir et il n'y aura pas de Mars rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français, qui est une expression commode pour dissimuler des hausses qui pourraient ne pas avoir lieu. Donc je réfute cette expression et je veux, à la place, mettre en place des mesures qui protègent le pouvoir d'achat de nos compatriotes et qui reposent sur un engagement des distributeurs et des gros industriels. Éric Revel, il n'y aura pas de Mars rouge, nous dit le ministre de l'économie. Il est dans son rôle, Bruno Le Maire. Il ne veut pas affoler les foules, mais il sait très bien que depuis hier, la fin du bras de fer a sonné entre les distributeurs, les grandes enseignes, et puis les industriels, ceux qui produisent... ce qu'on achète dans les hyper ou dans les super. Et la note est salée. Oui, parce qu'eux, ils répercutent aussi les coûts de l'énergie, etc. Ils répercutent aussi parce qu'il y a aussi pas mal de spéculation. Bon, vous savez, pardonnez-moi, mais pour beaucoup de Français, déjà prendre 14% d'augmentation sur l'alimentaire, plus même 10% seulement, ça ferait 24%. Mais c'est absolument inacceptable et pas possible à financer pour la plupart des Français. Donc, si vous voulez, Bruno Le Maire, il est dans son rôle. Mais est-ce qu'on connaît la fin de la négociation entre distributeurs industriels? À ma connaissance, non. Est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce qu'il n'y ait qu'une augmentation de 10%? Voilà. Mais ça va dépendre de plein de paramètres. Bien sûr. Pas que l'alimentaire, les produits d'hygiène, bien sûr. En tous les cas, c'est socialement, il y aura une pression qui va se retrouver dans les entreprises sur les négociations annuelles obligatoires, puisqu'effectivement, là, on va avoir des employeurs qui vont trouver face à eux, évidemment, effectivement, des revendications salariales qui vont être poussées à la hausse au regard de ce qu'on vient de dire. Effectivement, je parlais des salaires. Absolument. Jérôme Begley. Qu'on en soit encore à ne pas nommer ou à mal nommer les malheurs des consommateurs est quelque chose qui me semble un peu étrange. Je vous rappelle qu'avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les tensions inflationnistes commençaient à se faire jour et Bercy disait, écoutez, non, il n'y en aura pas, la France va y échapper parce que EDF, parce que les coûts de l'énergie, parce que bon... quelques temps plus tard, ça arrive et Bruno Le Maire dit, écoutez, ça va durer 2-3 mois. L'inflation, c'est 2022, 2023, tout redeviendra normal. On voit bien que non seulement ça ne se cale pas, mais ça empire. Et on en est encore à découvrir donc le 2 mars ou le 1er mars ou le 27 février qu'il va y avoir un Mars rouge. Ce que les patrons de la grande distribution ou les industriels nous prédisent déjà depuis 2 ou 3 mois en disant attention, on est en train... Michel-Édouard Leclerc nous le disait en septembre. En disant attention, on va avoir dans la fabrication de nos produits le plein pot sur l'énergie et sur les matières premières
pour les produits qui arrivent en vente au printemps. Bon. Donc j'ai l'impression que Bercy a un métro de retard, pour ne pas dire 2 métros de retard, depuis déjà le début de la manifestation de cette inflation. Les Français font face à une augmentation sans précédent des prix, 14,5% pour le mois de février. Au mois de janvier, on avait déjà vu une augmentation de 37% du prix du sucre, 30% de l'huile, 25% la farine. Alors comment est-ce que vous faites ? Marine Sabourin et Olivier Madinier sont partis à votre rencontre. À la sortie du supermarché depuis plusieurs semaines, votre constat est toujours le même. D'habitude, là, on fait les courses pour toute la semaine, on en a pour 150 € d'habitude. Et là, il y a 30 € de plus. Je trouve que ça fait cher quand même pour ce qu'il y a dedans, quoi. Et certains produits ont presque totalement disparu de vos caddies. La viande, le poisson aussi. Le poisson et la viande. Et c'est vrai que quand on regarde le prix de la viande, le prix du poisson, on ne peut pas se permettre de manger du poisson comme on mangeait avant. On prend beaucoup moins de sortes de fromage, par exemple. Voilà. Une augmentation considérable qui vous oblige à modifier vos méthodes de consommation. On essaye quand même de faire un petit peu attention, on regarde un peu les prix aussi. Je regarde bien au kilo, parce qu'il faut se méfier avec ce qu'ils mettent. J'achète essentiellement en promotion. Pour lutter contre l'inflation, le gouvernement a promis aux Français de casser les prix du quotidien. Mais pour l'heure, une seule chose est sûre, la facture va encore grimper. Alors, une seule chose est sûre, la facture va augmenter. Alors, c'est vraiment, il y a de quoi glacer le sang des Français, Marc Toiti. Ça va continuer sur l'alimentation ? Malheureusement, oui, c'est-à-dire qu'encore. Mais c'est vrai, quand on dit mars rouge, en fait, le problème du mois de mars rouge, si vous voulez, c'est que ça met du temps. Tous les prix à augmenter. Donc, c'est pas mars, c'est le printemps. Je pense que les prix vont continuer d'augmenter, malheureusement, jusqu'à l'été. C'est-à-dire qu'on peut remonter à 7-8% d'inflation au niveau global. Ce qui veut dire que, évidemment, il y aura peut-être des prix qui vont continuer de croître. Alors après, le problème, c'est que normalement, il y a une concurrence que se livrent les grands distributeurs. Mais là, a priori, ça y est, on a décidé des prix. Et donc, ça va se généraliser. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays, malheureusement, quand il y a une très forte inflation, comme c'est le cas aujourd'hui en France, mais ça fait 40 ans 40 ans qu'on n'a pas connu ça. Donc, on a oublié. Après, qu'est-ce qui se passe ? On a une récession. C'est-à-dire que la consommation s'effondre. Et là, par contre, les prix finiront par baisser. Vous voyez ? Et donc, c'est ce qui fait que, malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra pas tenir à ce niveau-là, sans parler des risques sociaux et sociétaux, si on a des blocages qui perdurent, où là, évidemment, ça ne va pas arranger la situation. Donc, c'est vrai que, moi, le conseil qu'on peut donner aux consommateurs, c'est de continuer à faire jouer la concurrence. Mais, malheureusement, on va avoir une inflation qui va rester élevée durablement. Mais est-ce que justement cette hausse des prix, Éric Nolot, elle est inéluctable ? Le gouvernement avait tenté de mettre en place un panier anti-inflation. Les distributeurs ont dit non, non, en fait, non. On n'en veut pas de votre truc. Non, mais alors deux choses. D'abord, j'essaie de me rappeler, parce qu'on oublie assez rapidement, si un président de la République a connu une telle suite de crises. J'ai l'impression que depuis que M. Macron a été élu, c'est crise sur crise. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, l'inflation est telle qu'il faut quand même voir à quoi ça correspond. Il y a des gens qui ne peuvent plus se nourrir. Donc c'est ça, c'est pas seulement c'est un peu plus cher, c'est contrariant, on a un peu moins d'argent. Il y a des gens qui ne peuvent plus se nourrir. Donc cette histoire de panier anti-inflation, je ne comprends pas les atermoiements. Il faut mettre en place quelque chose qui s'appelle le panier anti-inflation ou quelque chose de proche pour que les gens qui ne parviennent plus à nourrir leur famille mais le puissent. Ils mettront des chèques alimentaires, je pense que ce sera ça la solution qu'ils trouveront. On ne peut pas tout mettre non plus sur le caritatif ou sur des Les grandes enseignes ont déjà leur système de promo, etc. Ils ne veulent pas du panier anti-inflation du gouvernement. Oui, mais enfin, il y a un moment, en période de crise, on a tordu le bras d'autres corporations dans d'autres circonstances pour d'autres crises. Il me semble qu'il faut peut-être un peu hausser le ton avec la grande distribution parce que la crise, ça ne va pas être de la blague. Des gens ne peuvent pas se nourrir. C'est déjà le cas. En France, au XXIe siècle. Attention également, l'État, justement, il a certainement un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pourrait, comme on donne du pouvoir d'achat aux ménages, en réduisant, par exemple, la pression fiscale qui pèse sur tous les ménages, la CSG, que tout le monde paye. Vous savez, c'était un impôt temporaire, la CSG, créée en 91 par Michel Rocard. Vous voyez, où aujourd'hui, il faut pas oublier que l'un des grands gagnants de cette inflation, c'est aussi l'État, via les recettes de TVA. Parce qu'on ponctionne le même taux, mais sur un prix plus élevé. Donc, tout l'enjeu est là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens. Alors, par contre, c'est vrai qu'il faudra être plus respectueux, on va dire, des deniers publics et peut-être moins les lâcher. Mais ça, évidemment, on n'y arrive pas. Éric Revel, et après on arrive aux retraites. On se demande souvent quels sont les profiteurs de crise. Bon, il y en a sans doute du côté des distributeurs et du côté des industriels, il n'y a pas de doute. Mais le vrai profiteur de crise, c'est l'État aujourd'hui. Parce que comme Marc Toiti le dit très justement, quand les prix augmentent et que vous avez un taux de TVA fixe, ça veut dire que vous engrangez plus d'argent. Peut-être qu'il y aurait une mesure assez simple qui a été mise sur la table, qui a été repoussée par le gouvernement, c'est baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Par exemple, les produits de première nécessité. Madame Grégoire, regardez, votre panier anti-inflation, Olivia pour l'instant, secrétaire Olivia, il est sur la table, mais
visiblement, Bruno Le Maire, il a l'air botté en touche. Pourquoi est-ce que vous ne décidez pas une liste de produits de première nécessité, alimentaires, fruits et légumes, pourquoi c'est pas produits l'État qui d'hygiène, fait l'effort? et vous baissez le taux de TVA sur ces produits de première nécessité. Ça, ce serait du gain de pouvoir d'achat tout de suite. Alors, ça priverait peut-être un peu de l'État de recettes, mais bon, d'abord au point où on en est... Laurent Pietraszewski, c'est la solution. C'est un sujet de contrôle des prix, mais Éric Revel, il sait bien que dans notre pays, il n'y a plus de contrôle des prix de la part de l'État. On a connu ça, moi, quand j'étais jeune, j'allais acheter le gros pain à la boulangerie, il était sur un prix fixe, mais les choses ont changé, et j'ai envie de dire, heureusement qu'ils ont changé. Maintenant, je pense que dans la proposition d'Éric Revel, ce que j'entends très pertinent, c'est que sur le fond, réintroduire sur 50 produits de nécessité qu'on pourrait identifier, je pense que là-dessus, les associations connaissent ces produits-là, et les distributeurs aussi d'ailleurs, hein, eh bien, on pourrait tout à fait avoir une mesure. Parce que l'idée aussi, c'est d'envoyer un message très clair à ceux qui ont besoin, effectivement, de se nourrir avec un revenu modeste. Et c'est, je crois, que ce que disait Éric Nolot tout à l'heure. C'est l'urgence. Voilà. Quand vous regardez l'histoire de l'endettement des pays, quels qu'ils soient, occidentaux ou pas, quand les pays sont très endettés, bizarrement surgit après une période de forte inflation, parce que la forte inflation permet d'amoindrir, on va dire, le coût de remboursement de la dette. Donc, c'est une question que je pose sans la poser. Est-ce que l'État n'a pas intérêt à laisser un peu filer l'inflation pour rendre la charge de la dette un peu moins insupportable? Après, c'est l'insupportable de la charge de la dette et l'insupportable pour les citoyens, pour les électeurs. Quel est le point moyen? Ça marche que si et seulement si les salaires suivent les prix. C'est-à-dire qu'effectivement, si aujourd'hui vous avez une inflation qui reste élevée et que les revenus n'augmentent pas à l'aune des prix, alors là, pour le ménage, c'est la double peine. C'est-à-dire que, il va avoir effectivement une baisse du pouvoir d'achat, il ne pourra pas compenser. Et donc, c'est là où, même s'il est très endetté, comme lui, évidemment, il n'aura pas la compensation sur ses salaires, lui, il va payer le prix fort sur la dette publique. Laissez croire qu'en augmentant les salaires quand il y a une forte inflation, on n'évite pas la spirale inflationniste. C'est pas ce que je dis, parce qu'il faut dire aux gens que c'est la pire des choses, en réalité. Ce qui est clair, c'est que si on revient... Non, mais c'est par rapport à cet argument qui est de dire que souvent on entend ça, c'est vrai, de dire finalement l'inflation est là, donc ça va rembourser la dette. Ça ne marche que si derrière j'ai une dynamique économique. Mais si j'ai une récession, on aura encore plus de dettes et donc on n'aura rien résolu. Oui, mais ça, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Oui, mais malheureusement, on est dans une situation très compliquée. Par contre, c'est vrai que sur les salaires, si on a une vraie indexation, là évidemment les entreprises ne pourront pas suivre. Et je rappelle que la dernière fois qu'on a fait ça en France, c'était en 1981, à l'époque de François Mitterrand, et on a vu une inflation qui est montée justement globale à 14,5%. Pas que sur l'alimentaire, pour tout le monde. Alors, moi, ma question à Laurent Pietraszewski, qui est ancien secrétaire d'État aux retraites, c'est est-ce que finalement, cette crise du pouvoir d'achat, le fait que les Français se serrent la ceinture, ça ne va pas jouer en défaveur des mobilisations du 7 mars contre la réforme des retraites? Laurence, il y a un risque de cristallisation, effectivement. On a un alors, en défaveur, moi, je pense. La question que je pose, c'est défaveur. Vous me dites, ça peut au contraire les favoriser? Moi, je comprends votre question au sens, est-ce que, sur le fond, je vais aller faire grève parce que j'ai quand même besoin d'argent et Marc Toiti vient de nous expliquer combien ça sera utile pour accéder à des produits alimentaires. Bon, j'entends cette remarque-là. Je pense aujourd'hui que c'est un argument qui ne fonctionnera que dans le temps. Sur les manifestations à venir, c'est-à-dire celles de la semaine prochaine notamment, je n'y crois pas. Je pense que ça aura plutôt un effet inverse, une cristallisation des attentes. À la fois, je souhaite voir, moi, une augmentation de mon pouvoir d'achat, si je me mets à la place de l'ensemble de nos concitoyens. Et puis, je suis inquiet au regard de ce que je deviendrai dans ma fin de carrière, puisque je dois travailler jusqu'à peut-être 64 ans pour certains et certaines d'entre nous. Donc, je vois plutôt ça comme une forme de cristallisation à court terme. Et je pense que le levier que vous évoquez n'interviendra que si on est dans un phénomène de grève durable. Durable. En tout cas, il y a des grèves qui sont déjà reconductibles côté SNCF et RATP. Donc, oui, parce que les partenaires sociaux savent bien que, on va dire, les transports, la chimie et puis l'éducation nationale, quand on regarde ces trois secteurs-là, sont les secteurs clés pour créer un rapport de force durable avec le gouvernement, et je pense que c'est ce qu'il souhaite faire. On s'achemine vers un mardi noir, une France complètement à l'arrêt, c'est ce que veut l'intersyndicale, Laurent Pietraszewski. Bon, c'est ce que l'intersyndicale annonce. Moi, je suis pas Madame Irma. Donc, vous y connaissez un peu. Oui, non, mais quand je veux dire, c'est que ce que je vois, moi,
fois, quand j'échange chez moi à Armentières, dans le Nord, à Lille, à Lomme, je vois des concitoyens qui travaillent. Vous savez, j'ai pris le train pour venir, j'ai pris le TER, j'ai pris le TGV. Moi, je peux pas vous dire que j'ai senti une mobilisation intense à tous les coins de rue en venant. Maintenant, je vois aussi, je connais la réalité. On est aussi, pour certains endroits, encore en vacances scolaires. Pour d'autres, on vient de reprendre. Je crois que le pari des syndicats, c'était de dire le 7 mars, c'est justement après les vacances. J'entends quand même, moi, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu café du commerce, mais moi, je continue à aller boire ma bière au Sporting à Armentières. Qu'au final, oui, ça surprend avec Nolo, mais je l'inviterai, moi, la prochaine fois. En réalité, beaucoup de nos concitoyens disent, bon, écoutez, franchement, votre histoire de retraite, parce qu'ils continuent à me parler un peu comme si j'étais le représentant du gouvernement, votre histoire de retraite, ça nous convient pas, mais bon, de toute façon, ça va se passer, et comme vous aurez la majorité pour le voter, bon, est-ce que c'est la peine d'aller manifester? Voilà. Moi, vous me surprenez beaucoup, parce que je sens dans l'air, au contraire, une détermination comme on n'en a pas senti depuis des années. Et puis, il y a le fait que les syndicats en font un point d'honneur, tout comme le gouvernement d'ailleurs, mais un point d'honneur à faire partie. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir même un bras de fer psychologique, parce que celui qui cédera perdra beaucoup. Emmanuel Macron, il a fait comprendre que tout son quinquennat se jouait là-dessus. Et les syndicats, ils veulent reprendre la main. Ils ont un peu cédé du terrain par rapport à la rue, l'épisode des Gilets jaunes, etc. Et j'ai l'impression que l'aspect psychologique va jouer beaucoup. Donc moi, je suis un peu surpris par votre analyse. On verra, réponse le 7 mars. Mais... Avec l'IFOP, pour le JDD, nous sondons les Français depuis le début de la réforme sur sont-ils favorables ou défavorables à cette réforme des retraites. Ils sont défavorables et le camp des défavorables s'agrandit quasiment de semaine en semaine. En revanche, il y a un indicateur qui ne bouge pas, c'est que, est-ce de la résignation ou de la lucidité, les Français disent de toute façon ça va passer. Et c'est vrai que ce deuxième indicateur est un peu démoralisant pour les syndicats ou pour ceux qui veulent mobiliser, puisqu'ils se disent bon, on n'aime pas cette loi, mais on a conscience que quoi qu'il en soit, politiquement, elle va passer. Et cet indicateur-là, il ne bouge pas depuis un mois et demi. Ok, Marc Toiti. Oui, moi je pense qu'on est vraiment pris au piège. C'est-à-dire que globalement, moi je suis très inquiet effectivement pour ce mardi, pour les jours à venir. Et surtout, l'économie française aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre d'être bloquée. C'est-à-dire qu'on est très proche de la récession. Olivier Véran l'a dit avec tellement d'images. C'est de la politique. On comprend que la Terre va tourner à l'envers à partir du 7 mars. Encore une fois, le problème c'est que... Et que les 10 plaies d'Égypte, c'était rien à côté de ce qui nous tombait dessus. Mais justement, si on est arrivé là, c'est qu'on a laissé faire. C'est qu'on a laissé cette situation s'envenimer malheureusement. Et moi je pense qu'effectivement, comme disait Laurent, c'est qu'il y a cette cristallisation. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui peut-être qu'ils sont résignés, mais ils sont beaucoup plus en colère, je pense, par rapport à l'inflation. Et là aussi, déni de réalité. Parce que les dirigeants français, depuis des mois, ils nous disent qu'il n'y a pas d'inflation. Mais oui, moi, ça fait 2 ans que j'annonce l'inflation. Je ne suis pas devin. Je fais mon métier, je vois simplement que l'inflation arrive. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Je me souviens d'une réunion à Bercy où j'ai annoncé cette inflation. On me rionnait. Les économistes qui étaient là, d'autres, on ne va pas te donner de nom non plus, mais et les politiques, nous riaient. Mais non, l'inflation. C'est ça le problème, c'est qu'il y a ce déni de réalité et on continue. Du nom, finalement, on va trouver un moyen. Mais pourquoi ils sont coupés? Ils sont hors sol? J'ai l'impression qu'ils sont hors sol, tout à fait. Ils font pas leurs courses. C'est-à-dire, ils écoutent pas les bonnes personnes. C'est ça le gros problème. Ou alors, ils écoutent celles qui veulent écouter. Ils ont pensé que les banques centrales régleraient le problème de l'inflation elles seules. Or, on voit que c'est impossible. Non, mais rappelez-vous, Madame Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, il y a quelques mois, nous dit l'inflation vient de nulle part. C'est quand même énorme. C'est la présidente de la Banque Centrale Européenne dont l'objectif, c'est de lutter contre l'inflation. Elle nous dit, je sais pas d'où ça vient. Ils font leur course, ces gens-là font leur course. Vous allez dans n'importe quel supermarché, vous voyez la différence, bien sûr, ça saute aux yeux. C'est encore une fois ce déni de réalité, c'est cet écart par rapport justement à la réalité du concret finalement. Mais par contre, ce qui est dangereux, c'est là où il y a le piège, c'est que si effectivement on laisse la situation s'envenimer, la récession sera là. Mais si Macron retire sa réforme, alors là, on le voit depuis de jour en jour, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Alors là, ça sera la catastrophe sur la dette publique. Et là, les taux d'intérêt vont fortement augmenter. Un petit mot. Et ça peut être très dangereux. Éric Revel avant. Oui, Café du Commerce contre Café du Commerce. Et moi, je ne partage pas votre point de vue du tout, mais plutôt celui de Nolo. Moi, mon coiffeur, plutôt un mec de droite, vous voyez, eh bien, il n'a jamais fait grève. Il m'a dit, moi, le 7 mars, j'arrête de bosser, je vais défiler. Et il me dit, ça sera la première fois. Ça sera la première fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 choses qui l'intrigue. 1, sa retraite, qui défrise sa retraite. Et 2, la hausse des prix.
la hausse des prix. Oui, mais tout se C'est-à-dire que combine. la cristallisation dont parle Laurence Ferrari, à mon avis, risque de jouer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de monde dans les rues, en réalité, parce qu'il y a des soucis majeurs pour la société française. Et d'ailleurs, regardez quand même l'effondrement de la cote de popularité du président de la République, qui n'a pas été épargné par les crises, je suis d'accord. Là, il perd 6 points, je crois, dans un dernier sondage. Il est à son niveau quasiment le plus bas depuis... Pas encore tout à fait les gilets jaunes. Pas tout à fait. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il y a une défiance aujourd'hui qui est totale face au pouvoir et surtout à la capacité du pouvoir de résoudre les problèmes du quotidien des Français.